Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Equinox ce soir de ce vendredi 9 juillet 2021. Equinox ce soir, c'est votre décryptage quotidien de l'actualité sur la chaîne du peuple, de lundi à vendredi de 19h à 21h. La police avait l'ordre de l'arrêter au plus tard mercredi à minuit. Il lui a facilité la tâche en allant lui-même frapper à la porte de la prison. Lui, c'est Jacob Zuma. L'ancien président d'Afrique du Sud, il faut le rappeler, a été condamné pour avoir obstinément évité de répondre aux questions d'une commission d'enquête sur la corruption. La peine, 15 mois de prison. Il faut aussi ajouter que Jacob Zuma est accusé d'avoir pillé les ressources publiques pendant ses 9 années au pouvoir entre 2009 et 2018, mise en cause par une quarantaine de témoignages depuis la création en 2018 d'une commission d'enquête sur la corruption d'État. Il a multiplié les manœuvres pour éviter de témoigner, d'où cette condamnation. Alors que la police avait déjà reçu l'ordre de l'arrêter, il a lui-même pris l'initiative de se rendre à la prison d'Escoute où il a été placé en détention. Pour de nombreux analystes, c'est la victoire de l'État de droit. D'ailleurs, le porte-parole de l'ANC, le parti au pouvoir, a non seulement salué la victoire de l'État de droit, mais aussi l'indépendance de la justice dans cette jeune démocratie qu'est l'Afrique du Sud. Madame, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du Journal du Soir, présentée par JBB, Julien Berthe Bissaï. Juste derrière le journal de 20h, ce sera la deuxième partie d'Equinox ce soir. Mais tout de suite, le début. Jacob Zuma en prison, la victoire de l'État de droit et de l'indépendance de la justice, la force des institutions. Pour décrypter cette actualité ce soir, nous avons convié sur ce plateau le docteur Moussa Ndassa Khalil. Docteur Ndassa, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie Duval. Je profite également de cette occasion pour dire un bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision. Vous êtes enseignant de droit au département de droit privé fondamental, c'est à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala. Absolument. Merci infiniment d'être là. Je vous en prie Duval. Guy Hervé Fongan, bonsoir. Bonsoir Duval et bonsoir aux nombreux téléspectateurs et surtout aux honorables députés de l'Assemblée nationale. J'ai découvert à la faveur de la session qui vient de s'achever que tous les soirs, ils sont au restaurant de l'hôtel des députés, ils sont tous scotchés à regarder la grande messe quotidienne. Equinox soir, et je tenais ce soir avoir une pensée pour tous ces députés qui tous les soirs au restaurant de l'hôtel étaient concentrés tous à regarder Equinox soir. Et il faut également leur faire un clin d'œil, ces députés qui visiblement au cours de cette session a été assez perspicace. Ils ont cuisiné pas mal de ministres, que ce soit le ministre Moutazé, le ministre Aïssi Ebe ou encore le ministre des Télécoms, j'en oublie certainement, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, entre autres. Honorable député, un clin d'œil à vous. Sur ce plateau également, Dr Boussineba, bonsoir. Good evening, Mr. Dufa. I'm humbled to be here again. Let's narrate and analyze state issues and African issues. I'm very humble coming from Boya. I want to say that a lot is happening in our country, and we having a democracy that is still a process, still maturing. I say we are suffering from the Anglophone crisis, and I'm calling on His Excellency President Paul Biya that all stakeholders should collaborate with President Paul Biya and also the non-state actors who are abroad foiling the crisis. I think that the common man in the Northwest and Southwest is in pain, and people are paying ransom on daily basis. People are living in fear. People are being kidnapped on daily basis. Children are not going to school. The economy is down. There's poverty. People are suffering. So it is high time. Let's join President Paul Biya towards the dialogue process and see that we call for another dialogue. So that President Paul Biya already opened the first dialogue. I think that he will call for another genuine dialogue again so that we can sit like Cameroonians and solve our own problem before looking at African problems. Thank you. Docteur Boussi, je rappelle que vous êtes militant du RDPC. Yes. C'est le Rassemblement démocratique du peuple Cameroun, le parti au pouvoir, et vous êtes communicant de cette formation politique. Exactly. C'est vrai qu'à vous écouter, on peut avoir le sentiment que vous tenez un discours de l'opposition, parce que généralement, au RDPC, on dit qu'il y a eu un grand dialogue national, que tout s'est bien passé et qu'il ne s'agit plus que d'implémenter les recommandations. Yes, Mr. Dufa, permit me just say that I think that dialogue is a process.
And the first national dialogue that President Paul Biya called, a lot of issues were talked, and they talk about the special status. That is still a process that most people don't understand, and I think that in the days ahead, more it will be explained to people to understand what is special status. But we need a more inclusive dialogue where the non-state actors, and I think that in the days ahead, in the months ahead, in the years ahead, even in the few months ahead, President Paul Biya will call for vos camarades vous tapent sur les doigts en estimant que... he will call for amnesty so that we can sit and dialogue and let peace reign in Cameroon. Okay. Il fait peut-être partie du RDPC tendance Saint-Éloi Bidon. En tout cas, il est communicant du RDPC, il choisit par le comité. Saint-Éloi Bidon. Bon, enfin, j'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas le sujet. Le sujet ce soir porte sur l'emprisonnement de Jacob Zuma. Je ne sais pas si c'est exactement ce qu'il faut dire, parce que Jacob Zuma, pour certains, s'est constitué lui-même prisonnier. Il faut rappeler qu'il était Guy Hervé Fongan sous le coup d'une condamnation de 15 mois de prison et il hésitait à se rendre à la justice. Finalement, il a pris la décision lui-même d'aller frapper à la porte de la prison d'Escorte, c'est dans le KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Et depuis lors, il est donc placé en détention dans cette prison. La question que je voudrais poser, qu'est-ce qui capte votre attention dans cette actualité en Afrique du Sud? Est-ce l'humiliation de Zuma ou l'humilité de Zuma? Je ne saurais dire l'humilité parce que je vois davantage une humiliation. Parce qu'à la vérité, souvenez-vous qu'avant le mercredi, il y avait environ 2000 personnes qui étaient mobilisées dans sa résidence privée et qui disaient être prêts à mourir pour Jacob Zuma. Et que quoi qu'il arrive, son fils est d'ailleurs monté au créneau en disant que les soldats passeront sur son corps pour avoir accès à son père. Je pense qu'on aurait pu éviter cette scène, j'allais dire, pas très honorable pour Jacob Zuma, qui est quand même quelqu'un d'assez atypique, qui a la réputation de ne pas être un intellectuel accompli comme les autres. Il est quasiment un analphabète qui est parti de rien et qui a accédé au sommet de son pays. C'est aujourd'hui à 79 ans, on aurait pu éviter ce spectacle. Il a fallu que l'ultimatum arrive à son terme, qu'il décide à se rendre lui-même à se rendre. On aurait pu éviter ça. Malheureusement, je pense que c'est davantage une humiliation. C'est comme ça que je perçois ça. Parce que le pire aurait pu arriver le mercredi. Personne ne peut imaginer l'affrontement qui aurait pu avoir lieu si jamais il ne s'était pas rendu. On aurait peut-être abouti à des morts d'hommes parce que les gens disaient être prêts à mourir pour lui. Il a certainement voulu éviter que ça arrive. Il a préféré se rendre lui-même. Mais il n'était pas, pour moi, utile qu'il attende que l'ultimatum soit prononcé avant de le faire. Ça reste un personnage atypique parce que les Africains, comme on n'a pas oublié qu'en 2006, il avait été acquitté pour viol et il avait dit à Mondovision que, d'ailleurs, c'était pour un rapport non protégé, je me souviens encore qu'il disait qu'il croyait, donc il avait dit que on pouvait guérir du VIH après avoir pris un bain une fois qu'on a eu les rapports sexuels non protégés avec une dame. Donc c'est quelqu'un d'assez atypique qui a marqué l'esprit de beaucoup d'Africains comme ça avec ses différentes sorties. Et donc le fait de tenir en haleine les gens, le suspense qu'il a fait durer, en réalité, ce n'est pas étonnant pour le personnage. C'est pas étonnant pour quelqu'un qui est soupçonné d'avoir détenu près de 30 milliards. Donc ce n'est pas rien entre 2009 et 2018. Souvenons-nous qu'il est quand même parti. On a dû le bousculer, le chasser pour qu'il quitte le pouvoir, alors que l'ANC est un parti emblématique en Afrique du Sud. Je crois que cette arrestation c'est une humiliation pour l'ANC. C'est une humiliation pour l'ANC qui est quand même un parti historique, un parti qui est dans l'ADN des Sud-Africains, un parti qui porte les empreintes de Nelson Mandela. Qu'un président de ce parti soit humilié de la sorte, ça ne fera pas grandir l'ANC qui est un parti historique au même titre que l'UPC pour les Camerounais. Docteur Lassa, il y a cette grande une d'un journal sud-africain de Sunday Times. Zuma a combattu la loi et la loi l'a gagné. Oui, je ne partage peut-être pas entièrement l'avis selon lequel on parlerait, n'est-ce pas, d'humiliation. Moi, je vois plutôt une victoire de la démocratie. Je crois qu'à ce moment, on pourrait même célébrer en quelque sorte
la solidité des institutions, on pourrait parler de la jeunesse même de la démocratie sud-africaine, parce qu'il faut se dire que l'État même sud-africain naît à partir de 1994 avec l'avènement de Nelson Mandela. Après 94, après le premier bail de Mandela, de 94 jusqu'à 99, Jacob Zuma, qui était son vice-président, c'est à ce moment-là qu'il prend en quelque sorte les rênes, non pas les rênes, n'est-ce pas, de Mandela, mais les rênes plutôt de Thabo Mbeki, qui a eu à passer, n'est-ce pas, 2 mandats à la tête, n'est-ce pas, de la République sud-africaine. Le choix s'est porté naturellement, comme il a si bien dit, que Jacob Zuma est parti de nulle part. C'était un autodidacte, c'est quelqu'un qui a pu bâtir, n'est-ce pas, sa réputation, n'est-ce pas, sur le temps, par rapport aux fréquentations qu'il a eues dans la prison de Robben Island, aux côtés de Nelson Mandela, auprès de qui? Parce qu'il faut le dire que c'est pas la première fois qu'il fréquente l'univers carcéral. Il a passé 10 ans auprès de Nelson Mandela. Auprès de qui il a appris, n'est-ce pas, ses humanités. Il est parti, n'est-ce pas, de nulle part. C'est un personnage iconoclaste. C'est un personnage sulfureux, c'est un personnage charismatique. On a pu dire, en quelque sorte, je me souviens encore d'un autre tabloïd sud-africain qui parlait des 4 péchés, n'est-ce pas, de Jacob Zuma, ou alors les 4 plus grands mensonges de Jacob Zuma. Le premier, parce qu'il faut rappeler tous les scandales que Jacob Zuma traîne, c'est en 2006, avec la fameuse affaire, n'est-ce pas, du viol, dont parlait encore le journaliste. Et il a eu à dire à ce moment-là qu'il suffisait juste d'une douche à l'aide du savon, n'est-ce pas, pour guérir, n'est-ce pas, du sida. Ce qui a soulevé un tollé, n'est-ce pas, dans toute la société sud-africaine. Et à ce moment-là, on se souvient que le taux de prévalence en Afrique du Sud battait tous les records dans le monde entier. Et après 2006, le deuxième péché, oui, alors le deuxième mensonge, n'est-ce pas, de Jacob Zuma, c'est à ce moment-là qu'intervient la fameuse affaire, n'est-ce pas, de corruption dans laquelle il est impliqué. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, les histoires, n'est-ce pas, d'achat, n'est-ce pas, d'armes. À ce moment, il est déjà président, je crois, en 2009. Il y a eu des rétro-commissions à hauteur, n'est-ce pas, de 4 millions, n'est-ce pas, de la monnaie sudafricaine, voilà, du rand. Et plus tard, le troisième mensonge, c'était la modernisation même de la résidence pas de fonction, la résidence personnelle résidence privée de Jacob Zuma. Il avait estimé que c'était pour des travaux essentiellement liés à la sécurité, mais on s'est rendu compte qu'il s'agissait des travaux essentiellement somptuaires. Dans sa résidence, il y avait un amphithéâtre, il y avait des piscines, il y avait beaucoup, n'est-ce pas, de choses pour lesquelles il a été obligé, n'est-ce pas, de rembourser, n'est-ce pas, la moitié. Et le quatrième mensonge, c'est la fameuse affaire Gouta, dans laquelle son fils était impliqué. Peut-être vous avez eu souvenance de l'affaire Gouta, l'Indien, il y a eu des mails qui ont circulé, n'est-ce pas, partout dans le monde entier. Pour dire quoi? Pour dire que Jacob Zuma fait partie des personnages qui ont contribué à la débâcle même de l'ANC en 2016. Et sa démission était pratiquement actée en 2018, c'est que tous les voyants étaient ouverts. Moi, je ne pourrais pas parler en quelque sorte. Peut-être on aurait pu dire, on aurait pu penser à cause, n'est-ce pas, de son grand âge, on parle de 79 ans, qu'on aurait pu procéder autrement. Mais il faudrait comprendre également que Jacob Zuma, c'est quelqu'un qui est en quelque sorte expert dans le dilatoire, dans la chicane, dans l'art de perdre le temps. Parce que c'est plus d'une fois, il a fait obstruction à la justice. Il a voulu utiliser, n'est-ce pas, son paravent, n'est-ce pas, d'ancien chef d'État, pour ne pas se présenter devant la commission anti-corruption, commission, n'est-ce pas, devant laquelle il était condamné, n'est-ce pas, à 15 mois, pardon, de prison. Donc, s'étant rendu compte qu'il se retrouvait pratiquement face à la guillotine, il n'y avait plus moyen, n'est-ce pas, de reculer. Il était obligé, n'est-ce pas, de se présenter. De se constituer lui-même prisonnier. Voilà. Et il faut retenir, je parlais tout à l'heure de la victoire, n'est-ce pas, de la démocratie, parce que c'est un autre message. C'est un autre message, n'est-ce pas, à l'endroit de ceux qui estiment que la position, n'est-ce pas, présidentielle, c'est une espèce de bouclier pendant la fonction et après la fonction. Je crois que l'Afrique du Sud est en train de donner un signal, n'est-ce pas, à tous ceux-là qui s'agrippent au pouvoir tout en pensant qu'il y a une espèce de paravent qui les protège ad vitam aeternam. Alors, docteur Poussinéba, c'est à cause des choses comme ça. Je veux dire, il y a des situations où on a tout un ancien président de la République qui se constitue prisonnier, qui est jeté en prison. C'est à cause certainement de ce genre de situation que vous avez des chefs d'État qui s'organisent pour acquérir des immunités de manière à ne jamais faire face à la justice, que ce soit pendant leur mandat ou après le mandat, non? Oh, thank you, Dufa. I want to say that nobody is above the law. That's what we call the rule of law. And when Jacob Zuma, I want to put it as such, Jacob Zuma was an activist, from a freedom fighter to a president to a prisoner.
and to tell you that when you look at the constitution, the highest court of the country, the Constitutional Court, said Jacob Zuma in his mandate from 2009 to 2018, there was money laundering, there was money scandal, and there was a lot of money fraud during his reign. And the people of South Africa, when you look at the government, there is what the government is independent, where we have the executive, the judiciary, and we also have the legislature. And when you look at the legislature of that country, South Africa, they are very vocal to the people. They talk what matter, what affects the people. And I want to say that it is not a humiliation. It's telling us that our democracy is growing in Africa. Though our democracy is a baby democracy, it's maturing. It's telling us that nobody is above the law. If you are put to rule a country, you should know that it's the people who elected you. You should know that the law is there, the constitution is there. You have to respect the rule of law. Look at Jacob Zuma. Zuma used state funds. He used state funds to furnish his house. And that money was refunded. The government made sure that the money was refunded when he was still president. And when you look at Jacob Zuma, he was a comrade to Nelson Mandela. So these are people who understand. These were people who stood for anti-apartheid, where the white minority were where the white minority was marginalizing and maltreating and discriminating the blacks. So he understands the modus operandi of that country. So Jacob Zuma, I don't want to say that it's a humiliation because he's a president. It is a narrative. Mais quand vous dites que c'est un bon point pour les Africains, pour les pays africains, oui. La démocratie sur le continent africain, si on veut remonter les origines, beaucoup diraient que c'est au début des années 90, lorsque le vent de l'Est a commencé à souffler sur le continent. Mais depuis lors, c'est pratiquement la première fois qu'on voit un chef d'État qui est un ancien chef d'État qui est jugé de cette façon-là par la justice de son pays. Si on exclut peut-être le cas du Mauritanien, le général Ould Abdel Aziz, c'est pratiquement la première fois. Le Soudan aussi. Au Soudan. Yes, it's the first time. It's the first time, but it's a good example. It's a modest example for us to copy to tell you that the arms of government should be independent. The judiciary has done the work because Jacob Zuma was called by the corruption body of that country and he did not go. And the corruption commission inquiry stood firm that we need you. He did not go. And then now the judiciary, the constitutional court now said Jacob Zuma should be taken to prison. And when the police people came to his house, Jacob Zuma gave himself voluntarily to the policemen and he was taken to prison. That tells you that he is a statesman that is selfless, and it's an example to all African leaders to tell us that nobody is above the law. Il faut qu'on soit dans une démocratie pour vivre une situation comme celle-là. Une démocratie avec ses caractéristiques fondamentales, par exemple la séparation des pouvoirs, où on a un pouvoir judiciaire fort qui prend une décision et qui obtient l'application de cette décision. Ça aurait été dans un autre État que ça n'aurait pas été facile ou pas du tout évident. Je pense qu'il y a deux leçons essentielles à décliner de cette arrestation, du moins de cette incarcération de Jacob Zuma. La première, j'insiste là-dessus, c'est l'illumination. L'illumination parce que ça va fragiliser de manière considérable l'ANC. L'ANC qui est un parti historique au sein en Afrique du Sud, qui a pendant plusieurs années s'est battu pour en véhiculant des valeurs d'intégrité, de probité, etc. Personne n'a oublié la manière avec laquelle Mandela est arrivé au pouvoir et comment il en est reparti encore 10 fois plus grandi. Malgré ces nombreuses années passées en prison. Vous savez comment qu'aujourd'hui il y a une sorte de syndrome mandelanien qui habite la plupart des opposants africains qui estiment qu'il faut passer par la case de prison pour accéder au pouvoir. Il y a qu'à observer comment la plupart de nos opposants se comportent. Donc le syndrome mandelanien est une réalité essentielle à la pratique de la démocratie chez nous, et c'est dire que l'empreinte de Mandela est assez forte
dans la manière de pratiquer la politique pour la plupart des chefs d'État, des opposants africains. Et cette arrestation est une douche froide pour l'ANC. Pour l'ANC, qui naturellement perçoit ça comme une sorte d'humiliation pour le parti, qui ne sera plus jamais le même après cette écarcération. Donc pour ce parti, c'est une véritable humiliation parce que l'ANC ne sera plus jamais comme avant après ce qui s'est passé. Et n'oublions pas que dès que Jacob Zuma quitte le pouvoir en 2018, une commission d'enquête est ouverte. Et plusieurs convocations lui ont été adressées. Il a passé le temps à faire les dilatoires, il ne s'est jamais rendu. Donc il a fallu qu'il y ait une sorte d'ultimatum qui soit donné, mesurant le rapport de force qu'il décide à se rendre. Je pense qu'on aurait pu éviter ça, première. Donc je pense que là, de ce point de vue, vu cet angle-là, ça peut être perçu comme une sorte d'humiliation pour l'ANC, qui est un parti historique et symbolique, pour qui beaucoup d'Africains ont admiration et respect. Évidemment, ça peut être comme une victoire de la démocratie, une sorte de maturité de la démocratie africaine, dans la mesure où on a très peu vu dans l'histoire politique de nos pays, et même en Occident, un chef d'État qui a été condamné dans son propre, qui est incarcéré dans son propre pays. C'est le cas, j'allais dire, assez inédit. Donc si ça peut se faire en Afrique, ça veut dire que l'Afrique du Sud parle au monde entier, l'Afrique du Sud parle à l'Occident et parle aux autres pays africains pour dire qu'on peut juger un chef d'État africain en Afrique avec des institutions africaines dans son pays. Finalement, ça vient donner corps et donner chair à ce discours prophétique de Barack Obama quand il disait que l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non des hommes forts. Donc là l'Afrique du Sud vient de répondre de manière éloquente à ce président américain, en lui démontrant de manière palpable et concrète que, évidemment, en Afrique, nous avons des institutions fortes. La preuve, nous venons de faire arrêter un ancien chef d'État africain. Donc c'est le meilleur exemple la meilleure réponse qu'on aurait pu apporter à Barack Obama. De ce point de vue, on peut considérer que c'est une victoire pour l'Afrique du Sud et une leçon de démocratie, un signe de maturité que l'Afrique du Sud démontre à la face du monde. Je donne la parole au Dr Dassa, mais avant cela, je voudrais avoir l'avis rapidement du Dr Neba. Dr Neba, cette leçon dont parle Guy Fongan, qui s'adresse ou qui s'adresserait à des chefs d'État africains qui s'agrippent au pouvoir et qui croient être des alpha et l'oméga depuis la fin, des tout-puissants, vous avez le sentiment que ça concerne le Cameroun? You're relating it to Cameroon. That is a technical question, and I want to say that when you look at Cameroon, President Paul Biya was elected by the people. I want to say that the people elected President Paul Biya. And when you look at the case of South Africa, the people of South Africa has complained a lot about Jacob Zuma, about his extravagant life, about his luxurious life. Jacob Zuma is somebody that was under the apartheid regime. And he understood, he was an anti-apartheid. He understood how Mandela functioned. And he did not model the principles of Mandela. Mandela was a selfless leader. Mandela was not materialistic. But Jacob Zuma was the leader that came to power and think that all is about money, all is about big manism. And as you talk about Alpha and Omega, that African president should think that they are not Alpha and Omega. It's exactement le contraire de Mandela. It's very true. Exactly. Because when you look at Mandela was selfless. He came after being in prison for a long period of time. He left power, and to tell us that no president is Alpha and Omega, but it now depends on your governance system, on what you contribute towards nation building. But when you look at the case of this man, Jacob Zuma, you look at the ANC. The ANC is a very strong party, a very strong party with dynamic people in there. But I think that is an embarrassment to that party because the party was formed for the people. It was not formed for an individual. So it's a democracy that is telling us that nobody is Alpha and Omega. When you are put to power, not only president, if you're a minister where? If you're a president where? If you're a governor, govern where? So it is telling us that nobody is above the law. Things are changing. The dynamics are changing. So President Paul Biya in Cameroon, I want to say that President Paul Biya is a charismatic leader that we Cameroonians elect him. And this man,
Jacob Zuma did not want to go out of power in 2018. He said the same person with Thabo Mbeki, when he wanted to be president of the ANC, was not easy even to leave power. To tell you that Jacob Zuma was the corruption levied to him was true. Okay. And I think that the rule of law has taken place. Dr Dassa, pour revenir un peu sur les leçons dont parlait tout à l'heure Guy Fongan, on pourrait également les résumer par un adage ou un dicton sud-africain, tout a une fin. Oui, absolument, tout a une fin. Mais je voulais d'abord revenir sur ce qu'il disait là tout à l'heure en parlant de l'humiliation, qu'il a été désavoué par... donc on peut considérer que cette incarcération peut conduire à fragiliser même l'ANC. J'ai dit non. J'ai suivi l'avis du porte-parole. Oui, le porte-parole indique que c'est qui parle plutôt d'une victoire pour la démocratie. L'aile dure même qui a été portée, qui a porté Cyril Ramaphosa, qui est à la tête du parti, a eu un désaveu. Il y a d'abord eu un désaveu interne sur le plan au niveau du parti. Parce qu'on s'est rendu compte que Jacob Zuma, il remet à contre-courant même, ou bien il remet à contre-courant par rapport à la logique ou bien l'idéologie même de départ qui était incarnée par Nelson Mandela. Et vous savez, peut-être pour revenir à la petite histoire, il faut savoir que Jacob Zuma est d'origine zoulou, tout comme Mungosete Buthelezi, qui est un prince plutôt zoulou, contrairement à Jacob Zuma qui a été pratiquement imposé par l'ANC. Par rapport à ses faits d'armes, par rapport à sa fréquentation, par rapport en quelque sorte à l'onction, n'est-ce pas, de Nelson Mandela. Donc c'est pour revenir au fait que s'il faut revenir en termes de pourcentage, je crois que Jacob Zuma, avant même qu'il ne soit incarcéré, il était vomi même par l'île du parti, même par la base. Ici, oui. Il n'avait même plus d'ancrage même populaire. C'est pour cette raison qu'il s'accrochait à quelques artefacts même comme des défenseurs même de la politique pour penser à une survie, n'est-ce pas, sur le plan politique. Mais donc c'est la même base qui a encerclé sa maison en disant qu'ils sont prêts à mourir. Non, ils n'étaient pas nombreux. Et justement, c'est la même base qui allait camper en disant qu'ils sont prêts à mourir pour lui. Justement, pour lui, il s'incarne le Sud-Africain authentique. Oui. C'est l'État qui a 4 épouses, un Zoulou, etc. Il avait. Et c'est culture. La base qui a laissé même pression, effectivement, de le défendre. D'ailleurs, son fils, Dodoma Zuma, a dit qu'on marcherait sur lui, n'est-ce pas, pour atteindre son père. Quand il s'est rendu, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'il s'est rendu spontanément, rien n'a eu lieu. C'était juste en quelque sorte la poudre de perlimpinpin, parce que rien n'a suivi. Il n'y a eu aucun bruit, n'est-ce pas, de désaveu, aucun mouvement irrédentiste pour laisser l'impression qu'ils ont désavoué, n'est-ce pas, la position. Parce qu'en même temps, Jacob Zuma, c'est quelqu'un, j'ai parlé tout à l'heure d'un personnage suffisant, c'est quelqu'un qui ne faisait plus l'unanimité. Il traînait, n'est-ce pas, des scandales, que ce soit sur le plan conjugal, que ce soit sur le plan... There was a rape scandal too. Rape scandal. À un certain âge, moi, je ne pense pas que l'argument qui est relatif à l'âge soit un prétexte pour dédouaner en quelque sorte le président Jacob Zuma. Monsieur Doufa, permit me say one thing, please. I want to say that African democracy has to mature. I don't see why we sit on a platform. I would say the arrestation of President Jacob Zuma was a humiliation. Nobody is above the law. We should understand that. Arrestation of a president is an example to show the other people that if you are given power, you should do the right thing. We agree with that. As a personality, it's not humiliation because he is not more the president of that country. He is an ex-president. To tell you that he is not the president at that time, he is an ex-president. As an ex-president, he does not enjoy all the immunities. He doesn't enjoy all the immunities, and he must also respect the rule of law. Est-ce qu'il n'a pas été... Jacob Zuma aurait pu faire autrement. Je veux dire qu'on a vu dans certains... Permettez-moi de prendre l'exemple du Cameroun. Oui. On a vu qu'en avril 2008... Oui. La constitution du Cameroun a été modifiée. Oui. Et dans parmi les articles de la constitution qui a été modifiée, ou bien les articles qui ont été introduits, il y a une disposition, par exemple, qui fait que le président de la République, à la fin de son mandat, ne peut pas être poursuivi pour des actes qu'il a commis pendant l'exercice de son mandat. Oui. Jacob Zuma aurait pu prendre des dispositions comme celle-là en Afrique du Sud, qui ne se retrouvait pas dans cette situation-là, non? Look at Jacob Zuma. Do you know that Jacob Zuma was in power without being a member of the National Assembly? And when you look at the rules of that country, you must be a member. The constitution states that you must be a member of the National Assembly before you can be a president. Even when Jacob Zuma wanted to be the national president of the ANC,
he was not even wanted by the people. To tell you that his personality was first of all confusing. So as a president, you first have to be modest. He doesn't have that modesty. Guy Fonga, donc c'est vrai que vous parlez de la démocratie sud-africaine, de la jeune démocratie sud-africaine, mais si on est encore dans le contexte purement africain, on peut penser que Zuma a été un tout petit peu négligent. Il aurait pu prendre des dispositions, comme ça se fait avec d'autres chefs d'État dans d'autres pays, pour que ce type de situation ne lui arrive pas. Oui, et il aurait pu simplement faire comme les autres chefs d'État africains, mais il s'est laissé endormir par le soutien populaire dont il bénéficiait. Il faut quand même le rappeler. Zuma, à son accession au pouvoir, bénéficiait d'un véritable soutien populaire des Sud-Africains, parce qu'il est quand même parti de nulle part. C'est quasiment un analphabète qui est arrivé, un compagnon de prison de Nelson Mandela. Donc il avait une histoire qui parlait aux Sud-Africains. Donc ce soutien populaire-là, manifestement endormi, il n'a pas pris toutes les dispositions juridiques pour se prémunir une fois qu'il aurait déterminé avec la justice. Donc il s'est laissé endormi par cette situation-là et il n'a pris aucune disposition. Mais il est à noter que, quoi qu'on dise, aujourd'hui, on peut se bomber le torse en disant que les Africains également peuvent donner des leçons de démocratie aux Occidentaux, au monde entier. On a longtemps ergoté sur cette fameuse sortie d'Obama, Barra, qui disait que le problème de l'Afrique, c'est les institutions qui doivent être fortes, que l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. Il y a même les auteurs qui ont théorisé en parlant des maladies infantiles de la démocratie africaine. Je pense qu'on vient de prendre le contre-pied de tous ces théoriciens du droit là, et qui peut-être donnera raison à Bachelard qui disait qu'il n'y a pas de vérité première, il n'y a que les erreurs premières. Je pense que cette situation qu'on vit en Afrique du Sud vont donner peut-être la possibilité à quelques théoriciens du droit de revoir leurs fondamentaux, de revoir les paradigmes qu'ils ont souvent enseignés dans les amphithéâtres, parce que la vérité, il est possible de faire autrement. Et l'Afrique du Sud vient nous démontrer la face du monde. Même en étant en Afrique, on peut avoir des institutions fortes et qui interpellent les anciens chefs d'État au point de les incarcérer. Bon, c'est la meilleure réponse qu'on aurait pu apporter à ceux qui pensent que l'Afrique n'est pas encore assez mûre pour entrer dans la démocratie, pour paraphraser un chef d'État français. Je pense que là, on vient de démontrer qu'on est assez mûr, qu'on peut se prendre en charge et qu'on peut gérer de manière autonome nos propres problèmes. Moi, c'est l'image que je préfère garder, cette interpellation d'un ancien chef d'État africain, même si je persiste à dire que l'ANC, à mon sens, en prend une douche froide et en sortira un peu émoussé. Peut-être Jacob Zuma, peut-être pas forcément l'ANC, peut-être Jacob Zuma. S'il faut faire le distinguo. En tout cas, les dictateurs de l'ANC, c'est pas le seul parti en Afrique du Sud, vont forcément surfer dessus pour taper de manière régulière sur l'Afrique du Sud. Dr Dassar, en regardant ce qui se passe, il faut peut-être magnifier la puissance du pouvoir judiciaire dans un système démocratique. Parce qu'il me semble que l'un des piliers de la démocratie, justement, c'est la séparation stricte des pouvoirs, la possibilité pour le pouvoir judiciaire de pouvoir agir de façon indépendante pour la régulation donc, des institutions dans un État démocratique. Oui, absolument. Je crois que là, on a la preuve extraordinaire qu'on est en présence d'une véritable indépendance de la justice. Une indépendance sur le plan fonctionnel et sur le plan structurel. La justice sud-africaine est véritablement indépendante. Même si, par ailleurs, il n'y a pas de système où il y a une indépendance absolue. Mais il y a effectivement, c'est la preuve effective qu'il y a une indépendance au niveau de la justice, n'est-ce pas, sud-africaine. Parce que vous savez, la pierre angulaire, ou bien le marqueur même véritable de la bonne gouvernance dans une société, c'est l'indépendance, n'est-ce pas, de la justice. Et l'indépendance a besoin, n'est-ce pas, de plusieurs points, n'est-ce pas, de plusieurs points révélateurs. Il y a d'abord par rapport à la nomination, n'est-ce pas, des magistrats, par rapport au système, n'est-ce pas, qui promeut l'inamovibilité ou bien l'impossibilité, n'est-ce pas, de les changer comme bon nous semble, et le fait que le pouvoir judiciaire ne soit pas assujetti au pouvoir exécutif. Mais très souvent, ce à quoi on constate, c'est le fait que le pouvoir judiciaire est généralement assujetti au pouvoir exécutif. Et en dehors même du cas concernant
Jacob Zuma, il y a eu des précédents. Il y a les précédents avec l'athlète sud-africain qui a été condamné, là, dont le nom ne me revient pas à l'instant. Il y a eu des pressions de l'exécutif par rapport à son état. Et oui, c'est lui qui avait été accusé. Vous vous souvenez même que lorsque Omar El-Béchir est condamné, ou bien lorsque le mandat, n'est-ce pas, de recherche a été lancé, n'est-ce pas, par la Cour pénale internationale, Omar El-Béchir se trouve, n'est-ce pas, sur le territoire sud-africain. Il y a eu beaucoup de problèmes, parce que l'un des problèmes même des dirigeants ou du président Jacob Zuma, ça part même de là, parce qu'il a protégé même le Omar El-Béchir, ce qui lui a valu, n'est-ce pas, beaucoup de problèmes de par il y a eu des problèmes par rapport à parce qu'on estimait que pouvait l'extrader, puisqu'il était recherché. Voilà, puisqu'il était recherché, donc on a estimé que le fait, n'est-ce pas, de l'extrader, la manière avec laquelle ça s'est passé, il y a eu en quelque sorte une atteinte au principe, n'est-ce pas, de l'indépendance, n'est-ce pas, de la justice. Donc je reviens sur le fait que la justice sud-africaine, certes, on dirait, n'est-ce pas, de cet État que c'est un jeune État démocratique, mais ils sont en train de donner la preuve de ce qu'en Afrique, on peut avoir une justice indépendante, on peut avoir une justice sereine, une justice qui n'est pas aux ordres. Donc je crois que c'est un bon message, c'est un signe, n'est-ce pas, de bonne santé sur le plan de la démocratie. Guy Fongan, vous avez évoqué tout à l'heure les leçons qu'il faut tirer et vous avez magnifié cette force, je vais dire cette décision de la justice sud-africaine qui met en relief l'émergence de cette démocratie sud-africaine qui doit permettre de changer le regard, qui doit permettre de changer l'appréciation que les Occidentaux de façon globale portent sur la démocratie sud-africaine. Et si ce n'était que la partie visible ou bien l'arbre qui cache la forêt? Non, je pense qu'il faut interroger l'histoire. Il faut interroger l'histoire pour remarquer que les pays anglo-saxons, l'Afrique occidentale en général, n'ont pas la même histoire que la nôtre. Ceux qui ont flirté un peu avec les sciences politiques le savent, que la plupart des pays francophones ont tous hérité du jacobinisme français, c'est-à-dire avec des États centralisateurs, et où en général l'exécutif, le politique et les judiciaires entretiennent des rapports incestueux. Donc il est difficile dans la plupart des pays francophones de les séparer. Une fois, et c'est justement dans les pays d'Afrique francophone qu'on observe des chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir. C'est très peu courant dans les anciennes colonies britanniques. Dans les anciennes colonies britanniques. C'est chez eux qu'on a vu trois ex-chefs d'État jouer au golf, pour parler du Ghana par exemple, main dans la main, s'asseoir autour d'un verre, boire un pot, faire du sport. C'est des images qu'on ne voit pas beaucoup. Donc je veux dire que culturellement, si vous interrogez l'histoire de ces pays-là, vous allez voir que dans la culture, c'est une pratique qui est courante de constater que il n'y a pas une volonté pour ces chefs d'État, une caractéristique qui les structure de vouloir chaque fois s'éterniser au pouvoir et de torpiller la démocratie et de tout faire pour se maintenir. Contrairement aux pays d'Afrique francophone, je pense que c'est quand on peut très bien comprendre ce qui se passe en Afrique du Sud, parce que dans la culture, dans la manière de faire la politique, ils ont très souvent, les pays de cette zone ont très souvent démontré à la face du monde qu'ils peuvent s'élever au-dessus d'un certain nombre de considérations et de manière claire nous faire voir une séparation stricte entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif, ce qui n'est pas très courant dans les pays d'Afrique francophone. Et donc, de mon point de vue, je ne suis pas très très surpris par ce qui se passe en Afrique du Sud, parce que c'est dans la pratique démocratique de ces pays-là qui très souvent n'ont pas le même modus operandi que les pays d'Afrique. Je crois qu'il faut également, peut-être avant que vous ne passiez la parole au docteur, il faut également rappeler qu'en Afrique du Sud, le régime est essentiellement parlementaire. Okay. C'est-à-dire que c'est le leader du parti majoritaire qui est porté à la tête, n'est-ce pas, le parti majoritaire au Parlement. Au Parlement, bien entendu. Ce qui fait que c'est la différence généralement avec les pays d'obédience francophone, où le régime est essentiellement présidentiel ou bien présidentialiste, à forte concentration ultra-présidentialiste des pouvoirs, n'est-ce pas, au niveau de la présidence de la République. Ce qui fait qu'il y a confusion généralement entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ce qui n'est pas le cas en Afrique du Sud. Regardez en Afrique du Sud, avant que la démission de Jacob Zuma soit actée, il a fait l'objet de plus de 7 motions de défiance venant, n'est-ce pas, du Parlement. Donc c'est pour expliquer effectivement
pourquoi, ou bien la vitalité même de la justice sud-africaine. Oui, bon, c'est vrai que vous avez dit pouvoir régime présidentiel. On sait qu'il y a des États démocratiques qui pratiquent un régime présidentiel où effectivement on voit bien que personne n'est au-dessus de la loi. Je prends le cas des États-Unis. Vous savez bien que même aux États-Unis, le président de la République a des limites dans un certain nombre de choses. Il y a des choses qu'ils peuvent faire. Et lorsque le pouvoir judiciaire s'en mêle, on voit parfois que l'exécutif recule avec des pratiques comme l'impeachment qui peuvent obliger le président d'appliquer. Alors, docteur Neba, sur cette question de séparation des pouvoirs, quand on en parle, la séparation des pouvoirs, pouvoir exécutif à part, législatif, et puis un judiciaire capable de réguler, vous avez le sentiment qu'au Cameroun, on y est, vous? I think that looking at it in the context of Cameroon, I want to say that it's a very important example for us to copy, because I think that when President Pobia is talking about Vision 2035, and if we have to emerge, or we need stronger institutions. That's the truth. We want to grow. We want Cameroon to be better. We want Cameroonians to enjoy the national cake, all Cameroonians to be one and enjoy the national cake. Whether you're coming from the north, the south, the east, the west, they should be able to enjoy the country, fast development. We want laws that will affect the common man who is suffering there. We want laws that will affect every Cameroonians. So looking at it from the context of Cameroon, you see that we have a semi-presidential system of government. And with a semi-presidential system of government, the president is the head of state, and it's the president that elects the prime minister. Vous parlez comme un opposant. Hein? No, I'm not talking. La nécessité de partager le gâteau national. I'm not. To be candid, we want growth. We want growth. Parce que votre discours tend justement à montrer qu'on n'y est pas encore. Je veux dire, on doit y aller de façon progressive. I think that the president of the country, the constitution is clear. All those bodies, the arms of government, the separation of power, they have been demarcated. It is left with us as Cameroonians to perform our function. You will not wait for President Paul Biya to leave the presidency and come in the House of National Assembly and tell parliamentarians what to do, or to go to the judiciary and tell them what to do. It is our own responsibility. We must take our moral responsibility to do what is right for the nation. Ce magistrat. We have to, he appoints that. Parce que justement, le sentiment qu'on a, c'est que la plupart, enfin, ceux qui portent le pouvoir judiciaire sont un tout petit peu phagocytés par l'exécutif. Donc là, vous demandez au pouvoir judiciaire de prendre ses responsabilités. They have to. You are saying that they are appointed by the President of the Republic. But if you are appointed by the President of the Republic, where the law says, but the law states also that you have the law with you. You know what to do. That is right. And if you're not doing it, you keep on blaming the president. I say no. It takes our moral responsibility as Cameroonians to do what is right. I understand what you say. Sur cet aspect précis, lorsqu'on parle de la nomination, je ne sais pas si c'est le docteur Ndassa qui a évoqué, ou sur la question de la nomination des magistrats, il a parlé de l'inamovibilité. C'est-à-dire que la possibilité pour les magistrats d'avoir des coups de franche sur je vais dire pour prendre un certain nombre de décisions. Je vais prendre l'exemple simple. Lorsque vous regardez la Constitution du 10 janvier 1996, avant la modification en 2008, on disait que les magistrats, les membres du Conseil constitutionnel, je crois, étaient nommés pour un mandat, je vais dire qu'ils avaient un mandat de 9 ans renouvelable. Oui, 9 ans, 3 ans. 9 ans renouvelable. Non renouvelable. Un mandat non renouvelable. Ça, c'est la Constitution de 1996, avant la modification. Il y a une modification qui est intervenue en avril 2008. Et cette modification dit désormais que ces magistrats-là, ont un mandat renouvelable. C'est-à-dire que la possibilité maintenant pour le chef de l'exécutif de pouvoir apprécier leur travail, effectivement, les reconduire ou pas. Est-ce que cette disposition, est-ce qu'en modifiant cette disposition-là, cela n'éduque pas un tout petit peu le pouvoir, il fallait dire, les capacités du pouvoir judiciaire? You are saying that they have the capacity to defy even the executive. But I want to say, looking at the context of Cameroon, when we keep on blaming the laws and the oppositions are there, the oppositions in Cameroon, they should also be able to be strong,
because the oppositions are too weak to afford that. They are not even able to take power to draw laws that will affect them, because it's an issue of saying that the oppositions also in Cameroon are very weak. If we had, like in South Africa, let me quote the example in South Africa. There is a party owned by Julius Malema, a very young, dynamic guy. When you look at Julius Malema, he has been able to call President Ramaphosa to sit down in parliament. Julius Malema has been able to call President Jacob Zuma to leave the parliament, or the President Ramaphosa, because people know their right. Some of us do not even know what the Constitution says. Some of us do not even know what the Criminal Procedure Code says. Some of us do not even know what the Penal Code says. And we are in politics. I want to say that most of the oppositions in Cameroon do not understand the law. Julius Malema is like Jean-Michel Ninchu. Il fait bouger le Parlement. Je voulais ajouter quelque chose. C'est à peu près le même tempérament. But our own oppositions are weak. It's like Jean-Michel Ninchu. Very weak. They are weak. When President Kabila says the oppositions are weak, they are weak. They are weak. Je voulais dire que they are very weak oppositions in the country. Par rapport aux aspects, n'est-ce pas, qui peuvent crédibiliser la justice et renforcer même les pouvoirs du juge, comme ça se passe ailleurs, il faudrait effectivement que les magistrats, ou certains magistrats, disposent ou bien juste d'une autonomie financière. Parce qu'à partir du moment où ils sont essentiellement carriéristes, et ils ont peur, même quand je dis carriéristes, ils ont peur, n'est-ce pas, de perdre leur pouvoir. Forcément, les décisions qui seraient rendues peuvent être biaisées. Donc, quand vous comparez avec ce qui se passe dans les autres pays, les pays anglo-saxons, même en France, qui a pratiquement, dont nous avons la même culture, c'est-à-dire que le même héritage et autres, il faut voir comment est-ce que le juge Balthazar Gasson se comportait et autres, enfin ailleurs, en dehors de la France et autres. Et l'affaire Sarkozy a été révélée alors qu'il était encore président. Ouais. C'est-à-dire que vous voyez comment le juge qui a instrumenté, n'est-ce pas, l'affaire se comportait alors que Sarkozy était encore président. Donc, je crois que au-delà de toute chose, au-delà du système, au-delà de tout, il faudrait également voir le problème au niveau de l'autonomie financière. Il y a également, vous avez parlé tout à l'heure de l'inamovibilité. L'inamovibilité ne veut pas dire qu'il est impossible, n'est-ce pas, de changer un magistrat, mais il faudrait que le changement, n'est-ce pas, soit motivé et qu'on ne la fait pas disciplinairement ailleurs. Voilà, à cause d'une décision. À cause d'une décision. Donc, c'est autant de choses qui peuvent contribuer à édulcorer même la nature même de notre justice. Alors, avant de sortir, Guy Fongan, on pourrait élargir la question au fonctionnement des institutions dans notre pays. On a bien vu qu'il y a, par exemple, beaucoup d'institutions qui fonctionnent, mais pas de façon optimale, parce que, disent les analystes, ces institutions-là sont obligées, dans leur fonctionnement, de rendre compte au pouvoir exécutif. Je vais prendre deux exemples. La Commission nationale anticorruption, la CONAC, et puis on pourrait élargir ça à d'autres institutions. Le fait pour la CONAC, par exemple, lorsqu'elle a bouclé son rapport, de s'adresser à l'exécutif, donne le sentiment justement qu'il y a une forte centralisation. On parlait du jacobinisme tout à l'heure. On pourrait revenir également au niveau de la Cour suprême. On parle du Conseil constitutionnel. D'autres auraient souhaité qu'à la place du Conseil constitutionnel, qu'on ait une Cour constitutionnelle, non, la Cour des comptes. Pour revenir à l'affaire du Covid-Gate qui est dans l'actualité, les gens estiment que si on avait une Cour des comptes à la place de la Chambre des comptes, la situation aurait été différente. Est-ce que on ne peut pas, dans le sillage de l'analyse de cette actualité en Afrique du Sud, porter sur la place publique ce débat en rapport avec le fonctionnement optimal d'un certain nombre d'institutions qui visiblement n'évoluent pas de façon efficiente à cause des lourdeurs du pouvoir exécutif? Non, je pense que c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que un des plus grands mal que le renouveau aura laissé au Cameroun avant de partir, c'est cette gabégie systématisée. On a l'impression que c'est institutionnalisé à la limite dans un pays où l'unité de mesure de détournement c'est le milliard. Il est difficile qu'on s'attende à ce qu'on ait des institutions fortes qui vraiment contrôlent et veillent à la gestion de la et docteur fait bien dit qu'il faut autonomiser les magistrats. Il faut un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu. Comme disait Saint-Augustin, on va s'arrêter là malheureusement pour exprès. On va prendre la réclame et juste derrière la réclame, ce sera la grande édition du journal du soir présentée par JBB. Juste derrière le journal, ce sera la deuxième partie d'Equinox Soir.
Retour sur le plateau d'Equinox ce soir avec nos invités, Dr Boussi Neba, militant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, Guy Hervé Fongan, journaliste, et bien sûr Dr Moussa Khalil Dassa, enseignant de droit au département de droit privé fondamental, c'est à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Guy Hervé Fongan, vous aviez la parole tout à l'heure avant la réclame qui précédait le journal de 20h. Oui, je t'entends dire que cette situation, cette comparaison qu'on a voulu faire entre les pays d'Afrique francophone et les pays d'Afrique anglophone, et en saluant l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'était pour dire que chez nous, on ne peut pas arriver à ce type de choses dans un environnement où l'unité de mesure, le détournement c'est le milliard, où la NIF et la CONAC, on a l'impression que ça ne sert pas à grand chose, parce que beaucoup de Camerounais ont estimé qu'il ne sert à rien d'interpeller des gens quand on ne peut pas récupérer les biens, l'argent détourné, c'était pas le plus important. Et on a l'impression que, au regard du déroulement des faits, que c'est voulu, c'est entretenu, et la gabégie semble généralisée dans notre environnement, parce que les Camerounais qui ont à peu près mon âge se souviennent que quand le président Paul Biya arrivait au pouvoir, il avait souhaité qu'on retienne de lui celui qui apporte la démocratie et la prospérité, et il avait placé son magistère sous le signe de la rigueur et de la moralisation. Il se trouve malheureusement que dans notre environnement, les fonctionnaires n'ont jamais été autant riches avec le renouveau que sous l'ère Aïdjo. Et donc, les salaires sont connus pour la plupart de ces organes en charge de traquer les corrupteurs et la corruption. Ouais, bien que tout porte à croire que c'est voulu, c'est systémique, cette manière d'entretenir la corruption. Donc il sera difficile qu'on ait dans un pays comme le nôtre une véritable indépendance entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire qui entretiennent des rapports incestueux. Beaucoup, comme on se souvient encore du précédent qu'on a vécu pendant le contentieux post-électoral, où le président de la Cour constitutionnelle à cette époque-là, on avait constaté qu'il était membre du RDPC, ça avait fait beaucoup de bruit. Certaines personnes avaient fait des captures d'écran du site. Et on a diffusé, comme on a bien vu qu'il était membre du RDPC, et quelques minutes après, ils sont rentrés pour aller enlever son nom et supprimer. Mais sauf que la capture avait été faite et les gens avaient constaté qu'en fait le président, celui qui présidait le Conseil constitutionnel, était un membre actif du RDPC. Et ces indicateurs mis ensemble nous montrent très bien qu'il est difficile dans un pays comme le nôtre qu'il y ait une séparation stricte entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et le docteur a bien fait de rappeler tout à l'heure qu'il y a un autre problème qui permet de comprendre cet entretien de la pauvreté. Quand le caractère du salaire des fonctionnaires qui depuis les années 92 avait été constamment réduit, il est difficile d'espérer de quelqu'un qui a faim qu'il pratique la vertu, la justice. Il faut un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu. Donc ce misérabilisme, cette clochardisation qui est entretenue et voulue par les pouvoirs publics n'est pas de nature et à permettre aux magistrats d'exercer leur métier de manière sereine. Il faut le dire, tous ne sont pas corrompus. Dans tous les métiers, il y a des brebis galeuses. Mais sauf que la pauvreté et le misérabilisme dans lequel on les entretient ne les permet pas d'exercer leur fonction de manière sereine, parce que quoi qu'on dise, il faut quand même un petit minimum de bien-être pour pratiquer la vertu, et ce minimum-là, très souvent, ils ne l'ont pas au regard des salaires qui sont appliqués. Docteur Boussi Neba, c'est un véritable réquisitoire contre le RDPC. Vous avez écouté Guy Hervé Fongan qui indique que c'est une pratique qui est entretenue volontairement par le parti au pouvoir pour justement se maintenir au pouvoir. I want to say that if people are maintaining power, it's through elections. It's through elections. An election also can be seen as a democratic process, and people can only take power through elections. And we are still in a democracy that is still young and maturing. And in a democracy that is still young and maturing, it signifies that all Cameroonians, especially the youths, as President Paul Biya said in his speech
sometimes back that the youth should be involved in politics. And I think that if the youths are involved in politics, they can also take part in the decision-making process as governance is concerned. We are talking about a system. Oui, mais sauf que quand il le dit, au moins maintenant de faire les investitures, où il faut effectivement intégrer ces jeunes dans les listes, le sentiment qu'on a, c'est que ils n'ont pas la possibilité de faire face aux caïds, aux apparatchiks du système. Et quand bien même ils réussissent à rentrer dans les listes au moment de faire les élections pour désigner les exécutifs municipaux, pour nous prendre cet exemple-là, ça fait beaucoup de bruit. Please, I want to say that when you look at the executive, the president falls under the executive in the country, and the president is being elected. And when we look at the democratic process in the country, we have the other arms of government, the legislature that is there to make the laws of the country. And we are looking at the democratic process. Let's look, for instance, we have different opposition parties in this country. We have the CRM party. And we are talking of a democratic process that should be maturing, and opposition parties divide and do not go for elections, especially in parliament. They run away, they shy away because of electoral. They talk about electoral laws that are good, that should be modified, which is good, but you shy away from elections and you keep on blaming the system. And how do you want change? How do you want change? It's part of the subject, because we are talking about democracy. Look at what happened in South Africa. We talk about Zuma. The issue of Zuma has been tracked because the opposition there, they don't sleep. They don't sleep. They hold you accountable. Donc pour vous ici, il faut magnifier la puissance de l'opposition et non la puissance des institutions. No, Mr. Dufa, you are trying to bring a conflict in my mind, which I understand what you're saying. No. What we are saying here is that the president, you cannot blame everything on Mr. Biya. Okay. Mr. Biya has created our structures. But the truth is that our structures now, we need those stronger institutions. Okay. Our institutions have to be strong and independent. And if we have strong institutions, the level of corruption will reduce. Because we have seen that we have EPVA, we have all those things, CONAC and so on, they are tracking. There are people who are in prison today because they have embezzled state funds. And I think that people are still embezzling. President Paul Biya came to power and talked about rigor and moralization. And I asked myself, when you steal state funds and that child in that village has no food to eat, what are you doing to build a nation? It takes our personal conscience. If we have to build Cameroonians all together, it takes our individual conscience. You will not keep on blaming President Paul Biya. President Paul Biya has appointed you. Do what is realistic. Do what can bring change in the country. Bring reforms that can bring change in the country. Zuma was taken to prison because of money laundering, because the justice system stood firm for the rule of law. So we have to be accountable when things are wrong. We have to be accountable for change. It is all our responsibility. We cannot put it all on the head of state, President Paul Biya. Okay. It's our collective responsibility as Cameroonians to ensure that we effect the Vision 2035 that President Paul Biya is talking about. Très bien. Je voudrais quand même, j'ai failli vous rappeler cette boutade que j'ai entendue sur ce plateau venant d'un militant politique qui faisait une sorte de métaphore en indiquant que si on a un coach qui dirige une équipe et qui a dans un match une équipe avec des joueurs qui marquent contre leur camp et que le coach continue à garder les mêmes joueurs sur le stade, et pendant tous les autres matchs, il faut bien s'interroger où se trouve le problème, si c'est du côté des joueurs ou du côté du coach. Alors, Docteur Dassa, pour sortir de ce sujet en rapport avec l'Afrique du Sud, Guy Fangan insiste et rappelle que la nécessité, le fait d'avoir des institutions fortes, d'avoir un pouvoir judiciaire indépendant, garantit l'état de droit et peut être également un important levier de développement. Oui, absolument, c'est un levier de développement et c'est aussi un indicateur même pour les investisseurs. Vous ne verrez aucun investisseur aller
engager, n'est-ce pas, toute sa fortune, n'est-ce pas, dans un environnement qui est essentiellement corrompu. Donc, il faut comprendre qu'il y a des enjeux même qui vont au-delà même du simple aspect, n'est-ce pas, national. Il y a beaucoup d'investisseurs qui tiennent, qui accordent beaucoup, n'est-ce pas, d'importance, qui accordent la surbrillance même à la qualité même de la justice dans un pays avant de s'y engager. Et je voulais rappeler quelque chose que très souvent, lorsqu'on parle de la magistrature ou bien l'indépendance de la justice a pour maillon essentiel la magistrature. Et dans la magistrature, il y a la magistrature debout et la magistrature assise. La magistrature debout est incarnée par le ministère public, qui est statutairement dépendant même de l'exécutif. C'est même consacré par les textes. Parce qu'on parle du principe de la subordination hiérarchique. Et quand on parle du ministère public, c'est incarné par qui? Par le procureur de la République. Le procureur de la République, d'une juridiction d'instance, est soumis ou bien est subordonné à l'autorité en quelque sorte du procureur général, n'est-ce pas, de la Cour d'appel, qui lui est subordonné aux ordres, au ministère de la Justice. Là, c'est statutaire. Donc, ils sont en quelque sorte enserrés, n'est-ce pas, dans une camisole. Et là, c'est prévu par les statuts. Alors qu'il y a également la magistrature assise qui est incarnée par les juges. Et ceux-là, ils statuent, c'est à eux qu'on reconnaît une plus ou moins indépendance. Et à cette indépendance, il y a un autre aspect qu'il faut relever. Il ne faut pas confondre l'indépendance de la justice et l'impartialité, n'est-ce pas, des juges. L'impartialité renvoie à ce que les Anglais appellent l'absence, n'est-ce pas, de bias, de parti pris. Donc il faudrait que celui qui rend une décision n'ait aucun parti pris, même si en même temps on peut présumer, n'est-ce pas, qu'il y a un parti pris. Et il y a une voie, n'est-ce pas, de sortie qui est prévue dans tous les systèmes. C'est ce qu'on appelle la récusation. Lorsque vous avez le sentiment que votre contradicteur présente soit des liens de connexion, ou bien des liens de suspicion, vous pouvez le récuser. Voilà, vous pouvez le récuser. Ou alors, voilà, donc ce sont des pratiques qui garantissent en cas, ou bien qui nous prémunissent, n'est-ce pas, contre l'arbitraire, n'est-ce pas, dans lequel on pourrait verser. Messieurs, on va évoquer le sujet en débrief. En tout cas, c'est l'un des reportages que nous avons regardé dans l'édition de 20h, Guy Hervé Fongan. Ces populations dans certains quartiers de Douala qui perdent le sommeil à l'annonce de la saison des pluies. Moi, ce que je trouve gênant et même indécent dans cette affaire, c'est que chaque année, à la même période, on reparle exactement des mêmes scènes. Et c'est un peu embêtant et c'est très inconfortable. Je pense que j'ai suivi il y a quelques jours, il y a une sorte de théâtralisation avec laquelle le maire de la ville a tenté de déguerpir ceux qui occupaient les voies publiques pour se débrouiller et pouvoir inventer le quotidien pour survivre. C'est pour, si vous faites allusion à l'opération restaurer le trottoir aux piétons. Absolument. Moi, j'ai observé ça quelque temps. Je pense que on devrait aussi être capable d'hiérarchiser les priorités. Parce que chaque année, à la même période, on se plaint des inondations. Si vous prenez Douala 1, 2, 3, 4, il n'y a aucun arrondissement qui est épargné. J'ai dit, mais aucun. Parce que le mec qui vit à Nieu-Bel n'a rien envie à celui qui est à Bonapouzo. Je pense que vous aller à Bonapouzo au niveau de la chiffrerie quand il pleut. C'est quasiment impraticable. Je veux dire que les voitures sont noyées, les moteurs sont noyés. C'est vrai pour celui qui est à Bonabiri, c'est vrai pour celui qui est du côté de Douala, de Douala 3e, Douala, c'est quasiment les mêmes problèmes qu'on rencontre partout. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir penser à une vraie politique d'urbanisation qui devrait, de manière considérable, améliorer la qualité de vie des populations. Moi, je suis de ceux qui pensent que cette situation-là est plus urgente que je veux dire que les gens qui occupent le trottoir, à mon sens, pour trouver le pain quotidien, je ne pense pas qu'ils le font parce qu'ils ont le choix. Très souvent, c'est pas de gaieté de cœur, c'est comme celui qui fait la moto. Très souvent, c'est par dépit que les gens se retrouvent dans ce type d'exercice pour faire ce que je crois qu'il y a un célèbre sociologue, Michel Lecerteau, qui appelle ça les arts de faire. C'est-à-dire qu'ils inventent leur quotidien. Un vrai travail de mise de construction des drains, d'aménagement de circulation des eaux usées, etc., serait plus utile dans la qualité de vie, pour la qualité de vie des populations que d'empêcher les gens qui se débrouillent au bord des trottoirs. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression que ce travail a été pris à bras le corps par les pouvoirs, par ceux qui dirigent la ville, parce que chaque année à la même période, on a les mêmes problèmes et on reviendra l'année prochaine ici, on parlera toujours des inondations, alors qu'on a beaucoup d'expertise qui aurait permis à ce qu'au moins
qu'on puisse contourner ça et ne pas, j'allais dire, offrir un spectacle, cette détermination de vouloir redonner le trottoir aux piétons alors qu'il y a plus urgent et plus important pour la qualité de vie des populations. Docteur Boussineba, là il évoque la question des priorités. L'échelle des priorités dans les politiques publiques. Il a évoqué le cas de ces populations, de ces commerçants qui occupent les emprises publiques et qui ont été déguerpis par le maire de la ville, alors qu'il y a, de son point de vue, des questions qui sont prioritaires comme les aménagements qui devraient permettre d'éviter les inondations. Pour vous, où se trouve exactement la difficulté? Je rappelle qu'il y a eu quelques années ici, il y a eu de graves inondations à Douala, notamment dans la partie, notamment à Douala 5e. On a vu un balai de ministres venus de Yaoundé annoncer un certain nombre de choses à faire. Aujourd'hui, on n'a pas le sentiment qu'on ait véritablement réglé la question, au point où les populations recommencent à stresser à l'annonce de la saison des pluies. Où se trouve le problème finalement? The thing is that you are talking about restructure our town, the Douala town. And I think that the town, when you look at the town of Douala, it needs some kind of restructuring. And structural adjustment is always good in every governance system, and I think that is very important. And you are talking about when ministers are coming, and at many times they put the people in stress and so on. And I want to say that I think that we need the mayors here have a lot to do as it concerns Douala, as it concerns road. And when you look at Douala, I want to say that Douala is fast growing. And if it's fast growing, I think that urbanization is that we have to look for new strategies as town planning and housing is concerned for the betterment of the common man, because I've seen situations here even in Douala where they have poor drainage systems and so on. I think that when ministers are traffic congestion and so on and so forth, it is our responsibility. They are talking about decentralization, the responsibility of the Lord Mayors. They have a lot to do to make sure that the town is better, create new roads, develop the area, to see that when ministers or directors or governors are moving, they should not stop people from their businesses, because we feel that the common man, we have to care for the needs of the people to better their standard of living. Docteur Ndassa, sur la question de ces inondations dans la ville de Douala, vous comprenez le stress de ces populations qui, dès que le tonnerre gronde, commence à rester le chapelet. Oui, absolument, il y a un véritable problème de gestion des eaux pluviales à Douala. Il faut tenir compte du relief particulier du Douala. Il faut tenir compte du fait que Douala est pratiquement couvert d'eau. La ville a été drainée pratiquement à 80%. Et il faut savoir que chasser le naturel, il reviendra toujours au galop. Il y a des solutions qui sont prises, des solutions que je pourrais qualifier de solutions cosmétiques visant à réduire l'inondation, mais je suis à peu près sûr, sans toutefois lire dans une boule de cristal, que le pire même, on n'a même pas encore assisté au pire. Il n'y a aucune zone qui est épargnée à Douala. Avant, on avait le sentiment que c'est lorsqu'on vivait soit à Missoké, soit à Bonapriso ou autre, qu'on était plus exposé. Et il y a une occupation anarchique dans la ville, n'est-ce pas, de Douala. L'urbanisation est galopante et l'occupation est anarchique. On a pensé qu'avec la construction, n'est-ce pas, des drains, ça serait un début, n'est-ce pas, de solution. C'est pas mauvais, mais il me semble qu'il faudrait même commencer à élargir les drains. Et il y a également un problème de sensibilisation, n'est-ce pas, des populations. Vous voyez, à tout bout de champ, on verse, n'est-ce pas, des ordures. Il y a des bouteilles partout qui contribuent à boucher, n'est-ce pas, le passage, n'est-ce pas, des drains. Il faut le passage des zones. Il faudrait penser à l'élargissement, n'est-ce pas, des drains. Il faudrait penser également à la construction, n'est-ce pas, des bassins de rétention. Quand on parle de bassins de rétention, ça suppose quoi? Ça suppose, n'est-ce pas, la création des espèces de lacs artificiels pour favoriser ce qu'on appelle techniquement le laminage des crues. C'est-à-dire pour permettre, lorsqu'il y a crue, qu'on puisse facilement évacuer de l'eau. Parce que chaque jour qu'il y a, vous vous souvenez certainement du déluge, n'est-ce pas? Je crois que c'est du 21 août 2020. Je suis à peu près sûr que s'il pleut à Douala de façon discontinue pendant 3 ou 4 jours, la ville serait complètement recouverte. Donc Douala est carrément une espèce de volcan qui est complètement endormi. Donc il faut prendre des mesures, pas des mesures cosmétiques, il faudrait qu'on associe tout le monde à la table pour prendre des mesures. Parce que ce n'est pas le seul travail, n'est-ce pas, du
du délégué du gouvernement. Voilà. Il faudrait pas. Qu'on hiérarchise des priorités. Bon, en termes d'hiérarchisation des priorités, il me semble que ça devrait même passer avant. Voilà. Donc, je crois que c'est un problème sérieux, la gestion des eaux pluviales à Douala. Est-ce que le problème ne serait pas au niveau des moyens financiers qu'il faut mobiliser pour faire face à cette question? Parce qu'il faut se rappeler que lors d'une visite de l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, avant la venue, avant l'avènement, si vous voulez, des mairies de ville, Lorton Tonnet indiquait effectivement qu'il y a un certain nombre de difficultés liées au financement d'un certain nombre de projets. C'est peut-être pour ça qu'il a visé les caisses avant de partir. Bon, bref. Disons que c'est un problème de volonté politique et de moyens. Parce que la vérité, il y a toute une littérature grise abondante sur la question, sur le sujet, qui propose de manière concrète des recettes prêtes à l'emploi. Qui nous démontrent à suffisance comment est-ce qu'on peut régler le problème des inondations dans la ville de Douala. Et je crois que c'est une absence davantage à la fois de vision et de volonté politique. Le relief de Douala est connu de tous. Ça, on le découvre pas au mois de juin. On le sait depuis. On a de novembre, on a même de septembre, tout le temps jusqu'en juin pour commencer à anticiper et créer les conditions et les aménagements pour permettre aux gens d'avoir une vie relativement décente. On ne peut pas chaque année découvrir. Il parlait tout à l'heure du 21 août. Moi, je me souviens du 21 août. Vraiment, c'est une date un peu triste pour moi parce que je me souviens que j'organisais un événement triste. Beaucoup de gens n'ont pas pu partir de ce jour de Douala pour Banga. C'est le jour où je faisais la fameuse levée de corps en Banga. Plusieurs personnes n'ont pas pu se déplacer parce que Douala était impraticable. C'est le jour où je faisais la levée de corps de ma mère. Plein de gens ont été bloqués jusqu'à 13h. Et quand ils arrivaient en Banga, la levée de corps était passée quasiment dans l'après-midi. Pour dire qu'en fait c'était un problème, c'était impraticable. Personne n'a pu sortir de Douala ce jour-là. C'était un jour c'est une pluie que je ne peux pas oublier parce que ça me rappelle des choses particulières. Pour dire qu'à la vérité, c'est plus un problème de volonté politique qu'autre chose parce qu'il y a toutes les recettes prêtes à l'emploi qui permettra à ce que le relève de Douala, on ne le couvre pas en août, mais si les fonds mobilisés sont utilisés à bon escient et qu'on hiérarchise les priorités, il serait facile d'améliorer la qualité de vie des populations. Et ça me semble plus utile que de déguerpir aussi sauvagement des gens sur le trottoir qui ne demandent qu'à survivre et à trouver le plan quotidien. Docteur aussi en disant, lorsque Guy Fongan indique que c'est une question de volonté politique, le ADPC est interpellé. You see, the head of state, you look at the Wuri Bridge, he made effort and the second bridge was constructed. And they have given powers now to the people. It is now the responsibility of the regional council here and the mayors and the city mayors. It's their responsibility. Douala is an economic capital with a lot of companies, with a lot of international companies and national companies. And I think that when Douala breathes, the economy of Cameroon is breathing. So it is our responsibility. All stakeholders have to, their funds, they have to manage the funds very well to make sure that we create a lot of roads and embankments. Douala, first of all, we have to understand. Ça veut dire que vous reconnaissez implicitement qu'il y a un problème au niveau they know the problem. La gestion des fonds. They know the problem. And the problem is just to manage the funds well now so that we can build our country. And looking at Douala, first of all, it's a coastal environment. Many times when you watch the TV, you see people, their houses being flood water everywhere. The little properties they have, they start moving from one place to another, and the stress is problematic. Mais vous avez indiqué tout à l'heure, à l'entendre de vos propos, vous avez insisté sur le fait que le chef d'État a personnellement pris en main la question de la construction du deuxième pont sur le Vouri. Oui. Est-ce que cette question-là aussi, le président ne peut pas la prendre à bras le corps comme ça a été le cas avec... parce qu'il s'agit quand même de la vie des populations, il s'agit de la sécurité. Et on sait que l'une des missions régaliennes de l'État, c'est la protection, c'est la sécurité des personnes et des biens. Et cela est incarné, bien sûr, par le chef d'État. Vraiment, c'est la sécurité. The security of the people is very important. The health of the people is very important. And I think that
the president has given power. That's what I'm saying. It is now, funds now will be given. Because now they will not be borrowing money from Faircom again. Funds now will be given to the people. And now it will be the management of this, the councils now will be able to take care of the needs, because the council know what is happening. It's not President Biaouda who live here and come and know what is happening in Douala. So the councils now will play their role to see that Douala is better. Et donc la décentralisation, selon le docteur Boussi, pourrait être un levier. Vous y croyez, docteur Dassa? Oui, pourquoi ne pas y croire? Pourquoi ne pas y croire? Mais il faut reconnaître effectivement que pour que la décentralisation soit véritablement effective, ça dépend. Il y va également de la qualité, n'est-ce pas, des hommes qui seront portés à la tête, n'est-ce pas, des projets de décentralisation. Donc, il faudrait que ce soit des hommes à poigne, des hommes qui aient véritablement la volonté de changer la donne, de changer, n'est-ce pas, le visage, n'est-ce pas, de la ville, pour qu'on commence à croire à la décentralisation. Et au-delà de ça, il y a aussi un aspect très important. Si la décentralisation est juste formelle, sans qu'elle ne soit accompagnée de dotations effectives en termes, n'est-ce pas, de budget ou bien en termes de finances, forcément, on sera en train de courir dans un sac. Messieurs, on va s'arrêter là pour ce soir. Infiniment merci d'être venu sur ce plateau. Docteur Boustineba, merci d'être venu sur le plateau d'Equinox Soir. Thank you, Mr. Moderator Dufa. I'm humbled to be here. I salute my colleagues here. I want to say that let's build Cameroon. I'm praying that in the days ahead, let President Paul be here. We should call for another inclusive dialogue so that we can talk with the non-state actors, people in pain in the North and Southwest, so that we can dialogue and sit face to face and look eyeball to eyeball and solve our problems and build Cameroon. Vous êtes militant du RDPC et membre de la communication du RDPC. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous, Guy Fongan, d'être venu sur le plateau d'Equinox Soir. Merci Duval pour l'honneur et l'amitié. Une pensée pour les populations camerounaises qui subissent les inondations en ce moment. Je suis de ceux qui pensent que l'impossible recule quand on vient vers lui. Et la seule chose qu'on ne réussit pas dans la vie est celle qu'on n'a pas essayé. Il n'y a pas de problème sans solution. On peut trouver des solutions. Il faut qu'on les trouve et qu'on ait une volonté politique plus agissante. Merci également à vous d'être venu, docteur Dassa Khalil. Merci Duval, et j'espère qu'il y aura une prochaine fois. Bien sûr qu'il y a de prochaine fois. Merci à toute la grande équipe technique conduite par Mitterrand. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison d'Equinox ce soir. Agréable vendredi, Bamena à tous. À très bientôt, au revoir.